Bonjour à vous toutes et à vous tous. Lamia, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Parfait. Bonjour à vous toutes et à vous tous encore une fois. Merci beaucoup pour votre disponibilité pour assister à ce webinaire. Je me présente rapidement. Je suis Karim Feidi, je suis directeur associé du cabinet de conseil Cost House. On a un cabinet de conseil international présent au Maroc depuis 7 ans maintenant. On intervient notamment, on accompagne nos clients pardon, dans le pilotage et l'optimisation de leurs performances. Et je suis accessoirement président de Réseau Entreprendre Casablanca. Réseau Entreprendre Maroc est une association qui accompagne les startups dans le financement et l'accompagnement. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, couper le son? Lamia, tu peux, s'il te plaît, couper le son? Donc, je disais, je suis président de Réseau Entreprendre Casablanca. Parfait, on entend beaucoup mieux. Donc, Réseau Entreprendre Maroc est une association de chefs d'entreprise qui accompagnent en fait les startups à travers le financement, mais également l'accompagnement, surtout l'accompagnement par des chefs d'entreprise. Donc, ça me donne l'occasion en fait de fréquenter l'écosystème entrepreneurial et de startups au Maroc. Chez Cost House, on a eu le plaisir d'accompagner un certain nombre de nos clients dans les démarches d'innovation. Monsieur, voilà. Et notamment d'Open Innovation. On a eu le plaisir d'accompagner plusieurs entreprises, notamment au-delà des éléments dont Lina et Jacques vont nous parler, dans l'accompagnement sur les process d'Open Innovation, au-delà au fait du sourcing, des événements, des hackathons, de sélection des startups. Au fait, il y a tout le volet, au fait, comment travailler avec des startups. Donc, le volet process achat, notamment, comment travailler avec les brands de commande, la gestion de projets, les comités, les prérequis techniques. Et chez Cost House, on a le plaisir d'être partenaire au Maroc de la société Hype, qui est leader européen des logiciels d'innovation et d'open innovation. On a le plaisir d'avoir avec nous Jacques Bress et Lina Alzat. Je passe la main, Lina, juste un petit point avant. L'idée de ce webinaire est d'être interactif, qu'on puisse bénéficier de vos retours d'expérience. N'hésitez pas à poser des questions, notamment sur le chat. Je me ferai un plaisir de les poser à Lina notamment. À toi la parole, Lina. Merci. Donc, je vais partager mon écran et aller directement sur le vif du sujet, qui est donc la présentation que nous avons aujourd'hui pour vous. Voilà. Oui. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la digitalisation de l'innovation et pourquoi c'est important, quels bénéfices elle apporte. Je vous montrerai quelques types d'open innovation qui existent, comment elles sont faites et aussi quelques exemples de clients que nous avons. Donc, avant de commencer, je voudrais vous présenter Hype Innovation, qui est une entreprise allemande, mais qui existe, qui est basée dans plusieurs pays du monde et donc représentée au Maroc et grâce à Cost House, qui est notre partenaire. Donc, nous avons une historique de 20 ans dans le marché de l'innovation avec 250 grands clients autour du monde. Et voilà, nous fournissons du logiciel, mais également du conseil dans tout ce qui est innovation digitale. Ça, c'est quelques-uns de nos clients existants autour du monde. Ils ne sont pas, c'est pas extensif, mais ce que je voudrais souligner, c'est que nous prenons des bonnes pratiques qui viennent d'un client ici ou d'un client là, et en fait, quand vous avez besoin, on vous met en contact avec le client qui a un use case similaire au vôtre. Et à ce moment, vous pouvez échanger et tirer les meilleures pratiques parce que c'est des cas réels et c'est pas de la théorie. Donc, en termes de logiciels, on propose 4 modules. L'un est destiné donc à la collecte des signaux qui vous aide à définir les stratégies, appelées Hype Strategy. L'un est destiné à la
au partage, collaboration, évaluation et sélection d'idées, que ce soit en interne ou en externe, appelé Hype Ideation. L'un qui est destiné à collecter des partenaires, chercher de nouveaux partenaires ou suivre toute la relation que vous avez avec eux, appelé Hype Partnering. Et finalement, nous avons un outil qui permet de maturer ces signaux que vous collectez pendant les stratégies, l'idéation ou avec des partenaires, qui s'appellent Hype Projects. Donc, aujourd'hui, je vais pas vous parler du produit, mais on va plutôt parler des types d'open innovation. Et à la fin, on va voir comment ces produits Hype peuvent vous aider à supporter les différents types d'open innovation. Bon, donc, l'open innovation, c'est quelque chose qui est très à la mode. Vous connaissez tous certainement. Donc, je vais aller très vite sur la définition. Donc, on sait qu'on va prendre des connaissances, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, pour possiblement créer quelque chose de nouveau. Évidemment, tout processus d'innovation, que ce soit interne ou externe, a besoin d'un processus et il se veut collaboratif. Et quand on a ces connaissances qui viennent de l'extérieur, en fait, on va dire qu'on est bidirectionnel, ou je dirais presque multidirectionnel, car on va échanger peut-être avec plusieurs acteurs, universités, laboratoires, start-up. Donc, il faut une organisation très importante pour gérer ce type d'interaction. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des types d'open innovation, que ce soit par qui capte la valeur ou selon la motivation pour laquelle vous la faites. Donc, si c'est des entreprises qui captent la valeur, on va parler donc d'open innovation entre entreprises. Évidemment, je dis ici entreprise, mais ça peut être une université, une start-up, tant que la valeur est captée par tous les deux. Ensuite, il y a l'open innovation avec les consommateurs, les clients, que nous allons voir également, que parfois on ne connaît pas forcément. Et par la suite, nous savons ce qui est l'open innovation financée par les utilisateurs ou sourcée par des utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on connaît souvent comme crowdsourcing ou crowdfunding. Et après, nous savons quelle est la motivation pour l'open innovation. Parfois, c'est juste chercher des insights et des connaissances pour mieux comprendre notre marché et s'adapter. Parfois, c'est vraiment mettre en échelle et accélérer un processus et vraiment co-créer. Ou parfois, c'est alimenter notre écosystème et dans une direction de changement. Donc, c'est souvent dans l'associatif ou quand on veut partager une expérience. Donc, évidemment, je vais vous parler en détail de tout ça. Donc, selon la captation de valeur, nous pouvons avoir la collaboration donc, entre entreprises. Dans le passé, donc dans les années 1980, et ce qu'on connaissait souvent comme outside in, donc prendre connaissance de l'extérieur pour l'intérieur, se faisait à travers des brevets et des licences. Mais là, on ne parlait pas encore d'open innovation. Ensuite, on a commencé à avoir un phénomène qui s'appelait inside out. Donc, c'est des entreprises qui développent peut-être une nouvelle technologie ou un nouveau processus, mais qui ne fait pas tout à fait partie de la proposition de valeur initiale. Donc, il la délocalise. Et ça s'appelait des spin-offs. Par contre, on commence à parler, et c'est souvent ce monsieur Henry Chesbrough qui parle pour la première fois d'open innovation quand il a commencé à voir que des entreprises de différents secteurs commençaient à travailler entre elles. Donc, officiellement, en 1989, on a dans la littérature les premières approches d'open innovation. Par la suite, nous avons commencé à voir l'application des consommateurs et après des utilisateurs. Mais ça, je vais en parler plus en détail. Donc, quand on a l'innovation entre entreprises, on voit une concrétisation d'open innovation qui ce sont les joint ventures. Ça s'appelle comme ça. Des quelques-uns de nos clients pourraient être, par exemple, Saint-Gobain, qui est notre client, qui a créé une joint venture, donc une entreprise appelée Orokera, avec son concurrent numéro 1, Corning. Et en fait, ils ont pris des connaissances de l'un et de l'autre
pour créer des plaques vitrocéramiques. Donc, c'est une innovation à l'époque parce qu'en fait, le verre peut, avec des changements brusques de température, peut se fracturer. Et en fait, ils ont créé donc des plaques qui aujourd'hui sont très connues, mais à l'époque, c'était complètement innovant. Et donc, Eurokera continue aujourd'hui à exister et ça bénéficie encore les deux entreprises. Donc, les deux ont bénéficié de la valeur monétaire, mais aussi des brevets et des licences de cette technologie. En 1998, nous avons Swatch, les fabricants suisses de montres, et Mercedes, fabricant allemand de voitures, qui créent un nouveau concept de voiture appelé Smart, que vous connaissez peut-être tous, et qui était aussi une innovation dans le marché. Je ne connais pas exactement quelle était l'application de Swatch dans ce partenariat, mais j'imagine que puisque les montres ont besoin des mécanismes miniatures, peut-être qu'ils sont aidés aussi à miniaturiser les mécanismes de la Smart. Et finalement, nous avons un client qui est Airbus, donc client de Hype, qui en 2004 crée un joint venture avec Bombardier et qui permet donc d'avoir des jets qui font des moyens courriers, donc intermédiaires entre court courrier et long courrier, et qui était un nouveau marché aussi qui n'existait pas à l'époque, appelé C-Series. Donc ici, c'est des collaborations entre entreprises. Donc pour l'instant, c'est gérable, disons, avec une discussion. Pas besoin encore vraiment de se mettre dans le digital. Donc, je voulais rapidement vous montrer le processus. Donc, on a par exemple l'idéation, sélection des idées, mise en œuvre, captation de valeur et propriété intellectuelle. Quand on est dans un cas d'innovation entre entreprises, les deux vont faire de l'idéation, les deux vont sélectionner les idées. Une, en général, fait la mise en œuvre ou celle qui vient de se créer, la joint venture. Les deux captent la valeur et pareil, la propriété intellectuelle. Donc, jusque-là, tout est simple. Par contre, on sait que les premiers, donc dans la littérature, le premier à parler d'open innovation avec des consommateurs ou lead user innovation était Eric von Hippel de MIT parce qu'il commence à s'apercevoir que le producteur n'est plus le porteur de l'innovation. Donc, des cas très tôt, qui ont été envisagés tôt, ont été par exemple la création du kitesurf, où c'était un groupe passionné de sport en France qui font les designs eux-mêmes, qui commencent à avoir avec des personnes qui faisaient du windsurf ou du surf ou d'autres sports. Et en fait, ensemble, ils commencent à dessiner, mais c'est des entreprises par la suite qui ont fait la production. Par contre, les brevets, ici, je vous mets dans les dernières années la progression de brevets dans le kitesurf. Et les brevets appartenaient donc aux consommateurs qui ont créé la discipline. Après, un grand succès académique que vous pouvez retrouver dans Harvard Business Review et même dans beaucoup d'articles en Internet a été Connect and Develop, lancé par Procter & Gamble. Il se trouve que à la fin des années 90, Procter & Gamble avait une perte de croissance, donc ils avaient un objectif de 6% et ils n'atteignaient que 3% annuel. Donc, ils ont décidé d'ouvrir à leurs consommateurs une plateforme où ils pouvaient soumettre des idées de produits qu'ils voulaient voir. Donc, dans les 5 premières années de la plateforme, donc de 2000 à 2005, elle continue aujourd'hui, il y a eu 35% des idées sourcées à l'extérieur. 45% de ces idées ont façonné des nouveaux produits, donc aussi avec les laboratoires internes. Et ils ont montré que le taux de succès des innovations avait doublé. Donc, au lieu de, donc le pipeline des produits issus de cette plateforme avait doublé. Et donc, c'était un cas de succès et c'est pour ça qu'il y a dans l'académie qui est beaucoup cité. Et par la suite, nous avons un client Hype, Mattel, fabricant de jouets, qui a ouvert aussi une plateforme online appelée My Mattel Ideas, dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans le Lead User Innovation? Nous avons le même cycle que tout à l'heure, mais l'idéation vient d'un public. La sélection d'idées, qui est la partie la plus pénible de l'innovation, et on le sait par expérience,
n'est plus en charge de l'entreprise parce qu'on peut avoir beaucoup d'idées ici, donc elle est déléguée aussi au public. L'avantage de ça, c'est que ces idées, le public, puisqu'il connaît aussi, c'est les mêmes consommateurs, vont choisir les idées qui sont le plus susceptibles d'être à succès. Après, la mise en œuvre est classique par l'entreprise. La valeur ici est partagée par l'entreprise et le public. Et plus tard, la captation de propriété intellectuelle reste pour l'entreprise. Par contre, là, il y a une révolution et c'est là où Hype est acteur aujourd'hui. C'est l'apparition de l'Internet. Parce que dans cette phase d'idéation, vous allez avoir un public qui est beaucoup plus large que vous ne pourriez pas gérer peut-être de façon classique avec des appels, des mails. De la même façon, cette phase de sélection d'idées va être aussi prise en charge par un public plus large. Et après, la mise en œuvre va être multipliée, donc la captation de valeur et la propriété intellectuelle pour l'entreprise. Donc ici, on accélère le processus, mais on multiplie la valeur dans toutes les étapes. Donc, pour aller rapidement, parce que vous allez récupérer ces slides plus tard, Mattel, fabricant de jouets, prenez des idées des fabricants, donc surtout des parents d'enfants qui avaient décidé de jouer sur papier. Et ensuite, ils devaient tout lire. Et parfois, il y avait des qualités plus ou moins inégales. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on va mettre ça en ligne en 2013 avec une plateforme Hype Innovation dans un seul endroit où tout le monde lit les conditions et on peut dire quelles sont les conditions générales, quelle est la propriété intellectuelle qu'on veut appliquer et les gens acceptent ou non de partager l'idée. Ensuite, comme ils voulaient le concept fini, ils ont mis la barre de qualité très élevée et par la suite, donc, ils ont pu engager annuellement 250 inventeurs et 3000 soumissions par an ils reçoivent. Et après, ils ont un taux de 2% de conversion, donc 60% de nouveaux jouets qu'ils produisent, ce qui est quand même assez élevé, vient des participants externes. De la même façon, nous avons Airbus qui engage des étudiants. Donc, avec une plateforme que vous pouvez aller consulter sur Internet, ça s'appelle Fly Your Ideas, où ils s'engagent des étudiants. Donc, il y a un prix financier. Par contre, la propriété intellectuelle appartient à Airbus. Donc, les étudiants participent et par la suite, ils peuvent développer son concept. Aujourd'hui, ils sont engagés 600 universités, 51 équipes, 2400 étudiants et une participation autour de 113 pays. Donc, c'est une plateforme qui continue et qui aujourd'hui est un succès et pour Airbus. Finalement, nous avons l'Agence spatiale européenne qui engage surtout des experts dans une plateforme technologique et qui permet donc d'avoir des idées sur tout type de thématiques, par exemple télédétection des déchets marins, transport autonome pour rapport, fabrication hors terre. Donc, c'est des thématiques très larges, mais qui pourraient être intéressantes pour l'agence européenne, puisqu'ils sont des satellites qui permettent donc de mesurer tout ça. Et aujourd'hui, ils sont coparrainés 85 idées, et donc de 25 à 40% selon l'année des idées passent à la phase suivante. Et ils sont en cycle ultra agile de 43 jours entre la qualification et le premier retour d'expérience. Évidemment, ici, le taux est très élevé, car nous avons des experts qui participent, contrairement à Mattel où c'est des personnes, des personnes lambda. Voilà, donc ça, c'était une illustration de quelques cas. Par contre, sachez que nous avons tout ce type de clients qui utilisent une plateforme Hype Innovation pour engager avec des clients, avec la société en général, avec des fournisseurs, des clients, des startups, des chercheurs, des étudiants ou l'écosystème en général. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à l'étape suivante. C'est l'innovation sur C et par le public. Et dans cette innovation, en fait, on commence à voir que la foule, au lieu de donner des idées, peut-être qu'ils peuvent eux-mêmes capter la valeur de ces idées. Donc, peut-être que vous connaissez des plateformes comme Ulule ou Kickstarter, où quelqu'un soumet une idée et ensuite, d'autres personnes vont soit la sourcer avec du travail ou plus d'idées ou du code libre, ou c'est le cas par exemple de Wikipédia, des choses comme ça, ou soit avec de l'argent.
Nous avons un client Hype, donc deux d'ailleurs, Nine Sigma. Vous pouvez aller consulter le site internet Nine Sites, comme Insight, mais avec Nine, qui est client de Hype et qui propose des challenges pour des entreprises. Et en fait, le public, ce qu'il peut faire, c'est participer. Et ce public, ce sont des scientifiques et des experts académiques qui le font de façon gratuite. Et après, si jamais l'entreprise est intéressée, bah, quelque chose peut se définir en termes de propriété intellectuelle. Et nous avons finalement BMW, qui est aussi un programme de sourcing entre employés. Donc, il suffit qu'un employé donne une idée et par la suite, un autre employé ou un groupe d'employés peuvent donner de leur temps et leurs ressources pour faire le projet une réalité. Et pareil, c'est porté sur la plateforme Hype. Donc, dans le crowdsourcing ou crowdfunding, on a une idée qui vient de peu de personnes. Par contre, elles sont sélectionnées par une foule et aussi peuvent être sourcées par une foule. La mise en œuvre c'est fait par la personne qui a l'idée, en public et peut-être à l'aide des entreprises. Par contre, la captation de valeur, ça reste l'auteur de l'idée et ceux qui ont participé, soit à la financer ou soit à la faire développer. Et la captation de la propriété intellectuelle reste de la personne qui a soumis l'idée. Donc, ça, c'est par rapport à qui capte la valeur. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a la partie qu'est-ce qui nous motive. Donc, je vais passer plus rapidement pour laisser la place aux questions. Mais on peut, et donc ici, on parle des niveaux d'intensité. Donc, on peut par exemple dire, moi, je veux des insights et des connaissances pour mieux connaître mon marché. Non, moi, je vais mettre en place des vraies idées avec la foule, le public, et travailler avec eux, ou moi, je veux changer les choses, et moi, je veux montrer que socialement, on peut avoir un impact. Donc, dans la partie recherche des connaissances, on peut par exemple chercher des tendances, aller voir par exemple ce qu'on appelle le leadership intellectuel ou aller voir qu'est-ce qui se passe de façon intellectuelle, voir comment on peut résoudre des problèmes qui ont les personnes ou cartographier qui sont les acteurs d'un marché par exemple. Donc, exemple d'ici, donc un client de Hype à nouveau qui est Veolia, qui a une plateforme d'open innovation qui s'appelle VIA et qui cherche avec des académiques ou des startups des technologies émergentes. Donc, ils font des campagnes où des experts vont injecter des connaissances. Et par la suite, ils pourraient aussi proposer des solutions à des problèmes techniques. Donc, à partir de 2020, on a eu 130 solutions sourcées par ces experts. Et aujourd'hui, 4 partenariats et déploiements des grands projets ont été mis en place avec Veolia. De la même façon, nous avons un client qui s'appelle Baxi, qui crée des chauffages pour l'habitat avec une université. Ils sont cherchés à découvrir donc des connaissances avec le marché pour savoir quelle était la précarité énergétique, donc les gens qui n'arrivent pas à se chauffer correctement, qui passent le froid l'hiver, etc. Et pour savoir quels étaient ces problèmes et peut-être par la suite apporter un changement. Donc, la motivation ici, c'est vraiment plus de la connaissance qu'une autre chose. Donc, les avantages de ce niveau, c'est que vous pouvez avoir des connaissances diversifiées, mais qui sont vraies. Donc, du coup, vous évitez ce bruit et cette hésitation au moment où vraiment connaître votre marché. Évidemment, vous faites appel à des gens qui ont un savoir-faire très développé. Donc, c'est un plus pour vous. Et vous pouvez aussi avoir des victoires rapides parce que dans le cas, par exemple, de Vaxi, comme on sait très bien quels sont les peines et les douleurs de ces utilisateurs, après, la victoire arrive plus facilement. Par la suite, nous avons une mise en œuvre de ces idées. Donc, c'est ce qu'ils font la majorité de nos clients, d'ailleurs, que je vous ai montré. Donc, on cherche à faire un partenariat avec un utilisateur lambda, avec un client, avec un fournisseur, avec une université, une start-up. Et en fait, par la suite, on lance des programmes de co-innovation. Donc, des exemples, nous avons Fujitsu,
qui a fait appel à tous ses clients. Il a dit, voilà, nous, donc Fujitsu, c'est une boîte japonaise de télécommunications. Et donc, il a dit, et aussi du matériel électronique. Donc, ils se sont dit, voilà, on veut savoir quels sont vos pains et vos problèmes et comment on peut les résoudre. Donc, tous ces clients ont répondu à l'appel autour de la plateforme digitale qu'ils ont mis en place et après, ils ont exécuté ces idées avec les équipes R&D, ce qui était un très grand succès parce que Fujitsu a pu doubler leur chiffre d'affaires grâce à cette initiative, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, ils le font encore et encore aujourd'hui. De la même façon, nous savons donc le cas de Mattel. Donc, je le répète ici parce qu'évidemment, avant, on avait la captation de valeur. Ici, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut atteindre. Donc, on veut une nouvelle idée qui aujourd'hui, c'est aussi un cas académique que vous pouvez trouver, Et nous avons des entreprises françaises comme Technicolor qui produit des films ou des technologies pour tout ce qui est marché des films ou tout ça. Et voilà, donc ils ont exploré le marché de la réalité virtuelle et augmentée grâce à une plateforme digitale où ils sont impliqués des utilisateurs. Donc, bah voilà, en fait, vous pouvez absorber le savoir-faire et le mettre en place très rapidement parce que vous allez faire des partenariats. Il y a moins de risques parce qu'au lieu de vous développer la connaissance, bah, vous la prenez déjà faite et ça vous permet d'être plus flexible et rapide et faire de l'escalabilité et des économies d'échelle parce que vous collaborez directement avec des connaisseurs. Et donc, avant de finir, pour qu'on passe une discussion ou à des questions, nous pouvons vouloir changer la donne et essayer d'influencer notre marché grâce à l'Open Innovation, que c'est le cas par exemple d'OpenIDEO, qui sont les créateurs de Design Thinking. C'est la plus grosse agence d'innovation au monde et c'est les créateurs donc de Design Thinking que peut-être certains d'entre vous connaissent. Et pareil, c'est une plateforme Hype Innovation, donc vous pouvez aller voir sur Internet OpenIDEO et trouver tous les challenges pour lesquels IDEO, qui sont des challenges uniquement à but social et écologique ou éthique. Et donc, ils s'ouvrent ces challenges pour le public et toutes les personnes entreprises ou lambda peuvent participer. Et finalement, nous avons un beau projet qui a été créé récemment avec UNICEF où ils sont assemblés plusieurs acteurs de tout ce qui est ONG ou des organisations sans fin et lucratif pour voir comment on peut réimaginer la collecte de fonds et dans ces sociétés qui est de plus en plus dure et concurrentielle. Donc, ils ont ouvert une plateforme de Hype Innovation où toutes les personnes pouvaient participer et donc ça a bénéficié 14 organisations à but non lucratif comme Action contre la faim, Amnesty International, Greenpeace, UNICEF, Médecins sans frontières, etc., etc. Vous pouvez également aller voir Reimagine Fundraising et trouver les résultats. Donc, ça, ce sont les différentes façons d'Open Innovation. Et alors, la question, c'est où se situe l'offre de Hype dans tout ça? Et donc, nous avons différents produits et nous avons une matrice où on peut retrouver selon l'utilisation. Donc ici, nous avons par exemple ces acteurs qui collaborent entre entreprises. Nous avons toutes ces personnes qui impliquent les consommateurs que je vous ai montré ou le public. Et là où on a du crowdsourcing ou crowdfunding, et pareil, si on veut des connaissances, si on veut vraiment décider qui on veut exécuter, ou si on veut changer la donne à travers des initiatives qui vont un peu plus loin et qui veulent influencer la société. Donc, Hype Strategy peut vous aider par exemple dans la recherche des insights, des connaissances ou des acteurs dans un marché que vous ne connaissez pas et que ce soit avec des startups, des entreprises, des universités ou des académiques. Et donc, aujourd'hui, nous avons des cas
Sachant qu'il y a des clients qui utilisent plusieurs plateformes à la fois. Par exemple, Fujitsu, il peut utiliser plusieurs modules de Hype et BMW aussi. Mais voilà, donc nous avons l'utilisation des Hype stratégies pour ce genre de pratique. Ensuite, nous avons la gestion des partenaires et qui est aujourd'hui utilisée par AkzoNobel pour recruter des startups ou des différentes entités qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui grâce avec des appels décidés. Donc, ceux qui ne sont pas clients de Hype, évidemment, je ne le mets pas dans les cases. Et finalement, nous avons Hype Ideation, qui est des plateformes qui permettent de récolter des idées en interne et en externe, qui sont utilisées aujourd'hui par Nine Sigma, Airbus, Mattel, aussi AkzoNobel d'ailleurs, BMW, OpenID et Unicef. Voilà, donc les SPA, j'ai mis pour ne pas laisser la case vide, mais ils n'utilisent pas Hype Innovation. Voilà, donc, pour finir, il y a quelqu'un qui a mis son micro, donc je l'entends. Donc, pour finir, en fait, l'open innovation peut être capté selon, et entendu selon qui capte la valeur ou quelle est la motivation pour la faire. Chaque type d'innovation fait appel à l'innovation, mais parfois, le digital va vous aider à que la démarche soit plus fluide, surtout quand on veut impliquer une grande masse de personnes. Ou à l'inverse, comme Mattel, si vous faisiez pareil, mais vous voulez passer au prochain niveau, bah, la digitalisation peut vous aider à accélérer. Et vous avez vu qu'il y a différents outils. Je n'ai pas parlé des outils aujourd'hui. Chaque outil est différent et chaque outil a un processus qui est plus adapté selon ce que vous voulez faire. En tout cas, sachez qu'il y a différents outils digitaux qui peuvent vous supporter et Hype peut vous aider avec des produits ou avec du conseil, peu importe quel est votre objectif. Donc, désolé, j'ai parlé très, très vite, mais Super. je vous remercie de votre attention et si vous Merci. avez des questions. Merci beaucoup, Lina. C'était très clair et très enrichissant, notamment les retours d'expérience. En attendant d'avoir des questions, soit sur le chat, soit vous pouvez lever la main sur Teams. Moi, j'ai une première question. Tu nous as présenté, Lina, des retours d'expérience sur de grandes boîtes, de belles boîtes. Ces dispositifs sont bien évidemment adaptés également à des entreprises de taille moyenne ou des petites tailles, c'est ça? Tout à fait. En fait, je pense que en fait, l'open innovation, de toute façon, c'est engagé avec des collaborateurs externes et faire un mix entre l'externe et l'interne pour soit pousser de nouvelles idées ou soit enrichir sa propriété intellectuelle. Vous pouvez le faire sans plateforme. Par contre, si vous voulez engager avec un large nombre et surtout avoir une traçabilité du processus et avoir un processus unifié et organisé, bah, évidemment, une plateforme digitale peut vous aider. Je dirais qu'à partir de 200 personnes, et peut-être un peu moins selon des sujets, bah, une plateforme digitale commence à faire sens. Donc, il ne faut pas être non plus Airbus pour faire appel à ce type de plateforme. Parfait. Justement, Lina, tu as parlé d'engagement de la communauté. Justement, en quoi la digitalisation en fait, de l'Open Innovation va nous aider dans cet engagement pour embarquer justement le maximum en fait, de parties prenantes? Tout à fait. Donc, la digitalisation, en fait, souvent dans l'Open Innovation, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un partage d'idées, un échange sur ces idées et aussi une sélection de ces idées. Donc déjà, quand on a une partie digitale, on peut avoir un partage plus large parce qu'on engage un public plus large. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'appelle le copy, le phénomène du copy ou social Oui, copying, c'est qui ça. fait que si on voit qu'il y a beaucoup de participation, etc., il y a une émulation. Donc, on ne se comporte pas pareil, on danse pas pareil tout seul que quand on danse dans une boîte de nuit. Donc, c'est la même chose. Que plus on est à partager, plus c'est une émulation collective. Donc, avec peu d'efforts, en fait, c'est le public qui fait cette émulation et donc ce qui aide à la participation. Mais le plus important, c'est après comment on sélectionne ces idées et comment on construit sur ces idées. Donc, s'il y en a beaucoup de gens qui commentent et qui disent « Ah, mais ton idée, ça serait bien si on fait ça » ou « J'ai vu cet article qui parle de ça », donc, en fait, on peut aussi aider à que ces idées soient plus viables et à la fin, pour la sélection, qu'il y ait une vraie
casse-tête pour beaucoup d'entreprises. Si on laisse que la foule nous aide aussi à choisir et sur les idées qu'ils aiment le mieux, ça nous enlève beaucoup de charges. Bien sûr. Parfait. On a une question de C. Hassan sur justement la différence entre l'intelligence collective et l'open innovation et comment on peut gérer éventuellement, ça c'est ma question, traiter des problématiques d'intelligence collective dans la plateforme. Donc, Hype est expert dans la mise en échelle ou l'escalabilité de l'intelligence collective. Sauf que l'intelligence collective, elle peut être faite au sein d'une entreprise et c'est tout. Donc, moi, je peux m'appeler Boeing, qui était le cas de Boeing, un de nos clients, qui avait un appel d'offres de l'armée américaine pour construire un espèce de sous-marin qui vole. Donc, ils s'avaient dit, c'est très compliqué parce qu'on ne construit pas ça et on n'a pas un service qui construit ça. Mais peut-être que nous avons les connaissances, donc faisons appel à l'intelligence collective de notre entreprise. Et par la suite, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait au moins 50 personnes au sein de la société qui pouvaient répondre à l'appel d'offres. Donc, ils l'ont fait et du coup, après, ils ont pu répondre à l'appel d'offres. Et donc, l'intelligence collective pourrait être la même chose, sauf qu'elle ne fait pas forcément appel à l'externe. Là où on différencie les points d'innovation, c'est que du coup, on va appeler une entreprise qui n'est pas la nôtre, une start-up qui n'est pas la nôtre, le public, nos clients, etc. Donc, ça relève plus de l'externe. Et ensuite, pour répondre à ta question, Karim, là où on est très bon pour supporter l'intelligence collective, c'est que souvent, dans ces programmes d'innovation, les directives et le processus transparent est clé pour que ça marche. Mm. Donc, quand on a une plateforme digitale, on peut donner des directives claires et on a des dates et des notifications, etc. Donc, on voit de façon transparente comment avance le processus. Et aussi, on peut définir quel est le niveau d'attente. Et comme tout est visible et tout ça, donc la gestion après par la suite des captations d'idées et même des communications avec le public est beaucoup plus simple. Parfait, merci beaucoup Lina. On a une question de notre professeur universitaire, Monsieur Boutenoura, sur un sujet d'actualité, comment l'open innovation nous permet de renforcer la résilience de nos entreprises. On le vit avec cette crise de la Covid. Et dans ce cas-là, au fait, comment profiter de l'open innovation pour justement devenir plus résilient? Donc, en fait, déjà, il y a quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est que la majorité d'entreprises se focalisent pour la création de nouveaux produits et de nouveaux services. Et on sait aussi que la valeur, en fait, ne vient pas des nouveaux produits et nouveaux services, mais vient plutôt d'un réseau ou d'un business model. Donc là, on peut être plus résilient, c'est avec les mêmes produits et les mêmes services, envisager, grâce à l'open innovation, des nouveaux business models pour des produits existants ou des nouveaux marchés pour des produits existants qui ont déjà créés. Donc, ça permet, avec les mêmes connaissances et les mêmes lignes de production ou les mêmes services, de peut-être expandre notre marché. Aussi, et dans les entreprises qui veulent rester dans la création des mêmes produits et services, parfois, ça prend beaucoup de temps de créer de nouvelles technologies ou de nouveaux services. Donc, en faisant appel à des startups qui proposent des services peut-être pas aujourd'hui pas très chers, etc., on peut aller beaucoup plus vite et améliorer notre offre de valeur et notre proposition de valeur sans beaucoup d'investissement. Et du coup, être gagnant-gagnant. Donc, je pense qu'il y a un graphique que j'ai oublié de mettre, mais on a le top 10 d'entreprises au monde par rapport aux revenus qu'ils font. Donc, il y a Apple. Ensuite, il y a Saudi Aramco, qui est un client Hype, qui est l'entreprise de pétrole d'Arabie Saoudite, et 4 autres. Et en fait, on voit que les top 10 d'entreprises, 6 d'entre elles doivent leur succès à cette agilité et capacité de collaborer avec des partenaires sans forcément investir dans le développement des connaissances de leur côté. J'espère que j'ai bien répondu.
Parfait. Monsieur Boutnora, vous nous direz ce que vous en pensez. On a une question de Madame Batou, plus technique, sur la confidentialité des données dans la plateforme, sur la sécurité des données, la confidentialité, parce que bien évidemment, on traite une matière sensible. Tu as beaucoup parlé de propriété intellectuelle tout à l'heure, Lina. Et j'en profite pour te poser la question aussi, parce que c'est un sujet important chez nous au Maroc. Est-ce que l'outil, on peut l'avoir dans un cloud? Mais surtout, est-ce qu'on peut l'avoir en premise dans nos data centers des entreprises? Oui, donc ça, c'est quelque chose qu'on vous sait établir dans le conseil, comment bien définir la propriété intellectuelle selon ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, des clients comme Mattel, en fait, vont partager un petit peu d'argent avec l'inventeur, mais la propriété intellectuelle reste à 100% pour Mattel. Par Airbus, ils donnent un prix aux étudiants, mais ils gardent la propriété intellectuelle. Et dans le logiciel, on a la possibilité de mettre les terms and conditions ou les conditions générales d'utilisation qui sont rédigées par le client et on peut les aider ou faire appel à notre client pour donner un peu d'aide. Donc ça, c'est rédigé par vous en tant que client. Ensuite, c'est publié dans la plateforme et en fait, les gens acceptent avant de participer à un challenge ces conditions générales où ils disent, oui, moi, si je participe, je cède la propriété intellectuelle. Évidemment, après, il y a l'NDA, etc., si le processus avance. Donc, en termes, donc ça, cette propriété intellectuelle, c'est chaque cas va avoir différentes scénarios selon l'objectif des clients et si le client veut céder une partie de la propriété intellectuelle aux utilisateurs. Par contre, en termes de logiciel, on est accrédité ISO 9000, ISO 17000, donc on répond à tous la normative de gestion de données personnelles et on a des clouds sécurisés et dans le cas où on le fait dans le cloud. Et donc, avec toute la normativité qui permet donc la confidentialité des données dans des plateformes d'open innovation, on fait aussi des installations on-premise si nécessaire. Et comme ça, le client est sûr qu'il a sa data et qu'il n'est pas accessible d'autres personnes. Et si c'est nécessaire, on peut créer une plateforme à part. Donc, on a une Sigma, par exemple, c'est une plateforme à part entière. Et si, par exemple, quelqu'un comme Fujitsu dit, oui, on veut injecter des connaissances de Sigma dans notre plateforme, comme c'est des plateformes à part, donc on fait une migration de data, mais jamais les plateformes seront accessibles par les utilisateurs Sigma. Parfait. De toute façon, quand on voit la liste de vos clients, leur secteur d'activité, notamment le spatial, l'aéronautique, des choses comme ça, on Le militaire. imagine que, voilà, le militaire, on imagine que c'est hyper sécurisé, avec possibilité aussi d'installer en fait l'outil en premise dans les data centers. Du coup, j'en profite pour une dernière question, s'il n'y a pas d'autres questions. J'en vois une. Tu as parlé tout à l'heure de conseils. Justement, comment ça se passe un projet au fait d'implémentation de Hype en termes justement de conseils, de paramétrage, d'outils, et c'est quoi la durée moyenne d'un projet d'implémentation de Hype? Donc, bon, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, on commence toujours par comprendre le besoin utilisateur ou du client et par définir quel est le produit ou le mélange de produits qui répond à ce besoin. Donc, ensuite, on met en place une équipe technique et ensuite, on met en place une équipe conseil. Donc, l'équipe conseil va parler de la culture d'entreprise, des objectifs, de faire une matrice d'open innovation, qui est un outil qu'on utilise, de voir qui a la propriété intellectuelle, combien de personnes on veut engager, comment on veut les engager, avec quel ton, comment on va faire la communication, etc. Donc, on fait tout le planning d'un côté plus contenu ou objectifs d'entreprise, etc. Et en parallèle, ce qui prend le moins de temps, c'est vraiment la partie technique où l'équipe technique se met en contact avec l'IT de l'entreprise et voilà, ils mettent en place donc le single sign-on ou comme on veut authentifier, etc. Mais si l'entreprise est prête, ça va très rapidement. Donc, le temps moyen, on a des records de 5 semaines si tout le monde est prêt. Et après, nous savons, on peut avoir plusieurs mois selon le degré de prétitude, je ne sais pas si ce mot existe en français, et du client.
Parfait. Et je complète un point, justement, le sens du partenariat Cost House Hype, c'est aussi notre capacité chez Cost House de accompagner nos clients sur leurs processus internes pour les adapter à l'open innovation. On voit au Maroc, notamment, beaucoup d'entreprises en fait, qui sont motivées pour le faire, mais qui sont un peu contraintes par les process achats, les process internes, la gestion de projet, les prérequis techniques, un certain nombre d'éléments, les budgets. Et donc, au fait, on a eu le plaisir d'accompagner quelques entreprises, notamment dans le secteur bancaire, en fait, pour adapter ces process, adapter des contrats types, avoir un kit du start-upper, faire un fast track pour les bons de commande, pour les factures, et donc de pouvoir adapter les processus de l'entreprise à la façon de travailler, notamment avec des startups quand on fait de l'open innovation. On a deux questions de Sifaouzi. Je t'avoue, Sifaouzi, que je n'ai pas compris la première. Soit Lina, tu l'as compris, soit on va te donner la parole pour l'expliquer. Comment la digitalisation de l'open innovation servirait-elle à supporter l'outside-in, mode de l'open innovation, exemple le licensing in? Et la deuxième question, comment votre solution permet-elle de gérer les relations avec les plateformes digitales de type InCentive, Hive? Donc, ce sont des plateformes de sourcing de start-up, c'est ça, c'est Fauzi? Bon, je pense avoir posé la première question. Ah, super. Donc, C'est ça, c'est vraiment... l'intérêt d'avoir des experts avec nous. Donc, après, bon, vous me direz si c'est le cas, mais nous avons cet outil qui s'appelle High Partnering, qui aide à gérer les partenaires. Mais en fait, le sourcing des partenaires, parfois, c'est pas si évident parce qu'on ne les connaît pas. Donc, nous avons quelques outils internes à la plateforme Hype. Donc, l'un qui s'appelle MapEJ et l'autre qui s'appelle InnoSpot, qui sont des moteurs de recherche et spécialistes pour la recherche des partenaires. Donc, que ce soit des startups ou d'entreprises un peu plus établies. Et du coup, ça nous permet d'être même plus efficace que Crunchbase et dans les marchés donc européens et africains ou asiatiques, alors que Crunchbase, par exemple, est plus spécialisé dans les États-Unis. Évidemment, nous avons une intégration Crunchbase si nécessaire, mais InnoSpot est très performante pour cela. Ça, c'est une façon quand on ne les connaît pas. Mais vous pouvez tout à fait faire un call for proposal, donc un appel à proposition et dire, j'ai ce problème-là, comme a fait AkzoNobel, et moi, je veux inventer le futur de la peinture. Donc, start-up du monde, dites-moi comment je peux solutionner ces 6 problèmes. Donc, ils mettent une liste de 6 problèmes. Et les start-up qui répondent, c'est pas AkzoNobel qui les a cherchés, c'est les start-up qui viennent se présenter. Par contre, ils devaient déjà avoir un concept qui marche, prêt à l'utilisation et être aussi prêts à licencier ces technologies à AkzoNobel. Donc, ils ont fait des grosses campagnes LinkedIn, Facebook, etc. Ils ont eu 1500 startups qui ont participé avec des concepts déjà finis et une centaine sélectionnés pour... Du monde entier. Voilà, du monde entier pour une dizaine ou 9 environ qui maintenant travaillent avec AkzoNobel et qui... Voilà. Donc ça, c'est par rapport au sourcing. Soit je ne les connais pas et je lance un appel et ils s'inscrivent et ils me donnent tout de suite une solution, soit je vais les chercher à travers des outils. Et la deuxième question, j'ai oublié. La deuxième question, c'était par rapport au fait à comment est-ce qu'il y a une possibilité d'interfacer ou de brancher Hype avec des plateformes de type InCentive, Hive ou des plateformes de sourcing des startups, Oui, justement. oui. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Donc on est sourcé et on est connecté avec des plateformes qui existent, donc type MapEJ, Crunchbase, InnoSpot, etc. Sachant que notre API est ouverte et C'est donc on ça. pourra de plus en plus s'interfacer avec n'importe quel type de plateforme, sachant que dans le futur, on voudrait être un sort de Teams de l'innovation. Donc, on voudrait que Hype soit ce conteneur qui permet de linker beaucoup de plateformes qui servent à l'innovation et que Hype soit l'outil qui permet de retracer ce processus et le gérer avec beaucoup de transparence et de traçabilité. Par contre, aujourd'hui, on travaille avec Nine Sigma et ils sont leurs données à part. Par contre, si quelqu'un veut utiliser les données Nine Sigma, on peut les intégrer sur Hype. Il y a aussi un partenaire qui s'appelle Trend One ou peut-être un autre qu'on ne connaît pas. Et si on nous... il y a aussi Pitchbox aussi qui nous a demandé, bon, peut-être
Il y a d'autres qu'on peut tout à fait intégrer selon le besoin client. Parfait. Juste pour compléter la réponse de Lina sur Innocentive Hive. Bonjour Jacques. Oui, bonjour Karim, excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Donc, je travaille aussi côté Hive. En fait, Nine Sigma, c'est vraiment l'équivalent d'Innocentive, mais Nine Sigma est plus focalisé sur le scientifique. Donc, on a un partenariat direct avec Nine Sigma. Et pour information, on a aussi un partenariat avec Hive. Donc, ce sont des solutions qu'on connaît très bien, avec lesquelles on fonctionne très régulièrement. Parfait. Merci beaucoup, Jacques, pour ce complément. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Si quelqu'un souhaite prendre la parole ou poser une question. Votre solution est-elle adaptée à des environnements d'innovation dans les services? C'est une très bonne question. Justement, Lina, tu as parlé d'industrie, tu as parlé beaucoup d'industrie, tu as parlé des services avec Veolia, justement, mais dans vos références, vous avez des banques, vous avez des compagnies d'assurance. Le monsieur ou la dame, pardon, j'ai pas vu le nom, pose la question sur le secteur du tourisme. Est-ce que justement, votre plateforme, elle est adaptée à l'ensemble des secteurs d'activité? Oui, 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 tout à fait. En fait, dans ce slide-là, on a différents secteurs. Donc, par exemple, Fujitsu, c'est aussi beaucoup de services. On a des entreprises qui font, par exemple, qui fournissent de l'Internet ou d'autres choses. Donc, des banques, vraiment, un peu tout, un peu tout. Après, tourisme, mis à part le secteur donc aéronautique, on a quand même Boeing et Airbus. On a voilà. Après, je sais pas, Jack, si tu as une idée. Après, Lina, pour connaître un petit peu la plateforme et en général les process de l'Open Innovation, il n'y a aucun, à mon sens, il n'y a aucun frein au fait qui ferait que ça ne soit pas applicable au fait. Donc, je vois pas de frein à l'utilisation. C'est déjà Tout le à cas dans un fait, certain nombre de services. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas applicable dans le tourisme. tout à Mais fait. à la limite, même l'exemple UNICEF que tu as cité, Ouais, on est typiquement dans du service, on n'est pas dans de l'industrie. Enfin. bien sûr. Parfait. Oui, tout à fait. On a commencé avec 5 minutes de retard, mais on est à l'heure. Je voulais d'abord remercier Lina et Jacques pour votre disponibilité, pour la qualité de votre présentation, de vos retours d'expérience. Je voulais remercier tous les participants pour la disponibilité, pour vos questions. On partagera avec vous le support de présentation ainsi que la vidéo. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions plus particulières ou si vous souhaitiez regarder par rapport à un besoin particulier dans vos entreprises, si vous souhaitiez qu'on fasse une démo détaillée de l'outil, de nos offres conseils à vos managers, à vos collègues. N'hésitez pas à vous solliciter, vous avez nos coordonnées. On se fera un plaisir au fait de vous faire des démos, des présentations, des retours d'expérience. N'hésitez vraiment pas. Je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Lina, pour la préparation et pour la disponibilité. C'était vraiment parfait. Un grand merci. On t'entend pas, Lina. Voilà. Oui, merci à tout le monde. Et voilà, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit mail ou Karim, la mienne, ou moi-même, si jamais vous avez des questions. Super. Merci. Merci tout le monde. Très bonne journée. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.